Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire dont la thématique ce matin est la santé mentale, un enjeu systémique pour les acteurs et financeurs de l'intérêt général. Merci d'être nombreux et nombreuses à vous être inscrits et à nous rejoindre là pour ce temps. Ces webinaires, ils sont enregistrés, donc c'est pour ça qu'on malheureusement on ne voit pas vos visages. C'est très frustrant pour les intervenants et intervenantes, mais ça permet de les enregistrer et de pouvoir les revisionner sur la chaîne YouTube notamment de l'initiative Racine, où vous pouvez retrouver d'ailleurs les précédents, celui sur l'anti-guide de Cyril Tassard, celui sur les premiers concernés, celui sur le programme Inventer demain de la Fondation de France. Il y a tous les précédents webinaires qu'on a enregistrés qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à les revoir. Merci beaucoup donc de jouer le jeu de ce mode webinaire de Zoom qui ne nous permet pas de voir vos visages. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne l'ont pas encore fait, merci de vous présenter dans le chat. Ça nous donne des petites indications sur qui vous êtes et de quelle organisation vous venez. Tout au long de ce webinaire, vous pourrez poser toutes vos questions dans la petite fenêtre questions-réponses. On traitera vos questions au fur et à mesure et on aura un temps vraiment d'échange après nos présentations. D'expérience, elles sont toujours super riches, donc merci beaucoup d'avance pour votre participation là-dessus. C'est ce qui rendra la conversation encore plus intéressante après. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous refais ou vous fais pour les nouveaux qui suivent pour la première fois ces webinaires Racine une petite présentation de ce qu'est l'initiative Racine. Racine, c'est une initiative collective qui est portée par un groupe d'acteurs d'horizons complémentaires dont vous pouvez voir les logos sur la slide. Le dénominateur commun, c'est la volonté de faire évoluer le secteur et les pratiques pour mieux financer et soutenir l'approche systémique portée par les associations. Donc, vous pouvez voir les membres qui sont là, Entreprendre et Plus, Porticus, la Fondation Entreprendre, Fondation Crédit Mutuel, Fondation de France, Fondation Bettencourt-Schuller, l'ESSEC, Ticket for Change et Ashoka. Dans le cadre de ce collectif, il y a trois grands types d'actions qui sont menées, des actions de sensibilisation, des actions de recherche et des actions de formation. Dans le cadre des actions de sensibilisation, il y a ces webinaires comme celui qu'on fait ce matin. Il y a un appel qui a été partagé en début d'année dont on pourra vous repartager aussi le lien dans le chat si Amélie arrive à faire ça en live ou tout à l'heure. On vous le renverra dans les mails. L'objectif, c'est vraiment de sensibiliser, de porter un message autour de la transformation nécessaire des pratiques philanthropiques, autour à la fois de la nécessité de construire des relations de confiance confiance mutuelle entre les financeurs et les associations, de redéfinir des règles de coopération entre ces acteurs et d'agir vraiment en système pour au mieux essayer de répondre aux grands enjeux sociaux et environnementaux qui nous mobilisent et qui nous engagent aujourd'hui. Il y a un deuxième gros axe de travail qui est de la recherche. Donc, il y a des études quantitatives qui ont été conduites avec l'Observatoire de la philanthropie de la Fondation de France, des études qualitatives qui ont été menées avec l'ESSEC, le soutien des travaux de recherche-action, comme ceux de Cyril Tassard sur l'approche systémique à destination des porteurs de projets associatifs. Donc ça, c'est un deuxième gros volet du travail de l'initiative Racine. Et enfin, il y a un troisième volet de formation pour être au plus près des besoins des acteurs de la philanthropie dans leur souhait de vraiment déployer et diffuser et incarner cette approche systémique et cette vision de la philanthropie de la confiance. Donc, il y a un parcours qui est intitulé Philanthropie systémique qui s'adresse aux professionnels du secteur, qui a accompagné une première promotion de 19 participants l'année dernière, et il y a une seconde promotion qui est en cours cette année avec 13 participants. Pour toutes les actualités, informations, ressources sur l'initiative Racine, je vous invite soit à suivre le compte LinkedIn, soit à aller sur le site internet. Et je vois que Amélia a partagé tous les liens dont il y avait besoin dans le chat. Merci beaucoup. Et j'ai en live les résultats du petit sondage auquel vous avez répondu juste avant. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Donc, je ne sais pas si vous voyez, s'il y a que moi qui vois les résultats. À quel type d'organisation vous appartenez? Près de 50%, 48%, vous
vous faites partie d'organisations fonds ou de fondations philanthropiques, à 35% d'associations ou de porteurs, porteuses de projets, 10% faites du conseil auprès d'associations, d'acteurs, actrices de l'ESS, 2% d'institutions publiques, pas d'entreprises privées et 6% de autres. Mais donc on a quand même 50% de fonds et fondations philanthropiques. Et je vois pas. Ah si, la deuxième question qui était votre niveau de familiarité avec cette notion de changement systémique, plutôt familier à 63%, très familier à 20, près de 20%, pas du tout familier à 6% et assez peu familier à 15%. Donc on essaiera d'être le plus pédagogique possible pour notamment les personnes qui découvrent cette approche. À 60%, vous avez déjà suivi un webinaire Racine, donc merci pour votre fidélité. Et merci aux 40% qui le suivent pour la première fois. Ravi de vous faire découvrir ce type de format et d'avoir avec vous cette conversation aujourd'hui sur la santé mentale. Et on avait posé une dernière question en particulier en lien avec le thème du jour dans votre organisation, quelle qu'elle soit. Dans quelle mesure est-ce que la santé mentale des dirigeants associatifs est une préoccupation qui est intégrée dans vos priorités? euh, à 40%, presque 40%, 37%, c'est un sujet qui est pris en compte ponctuellement, mais si vous êtes là, c'est un sujet d'intérêt pour vous et donc peut-être vous avez envie d'aller un petit peu plus loin sur le sujet. 28%, c'est une priorité stratégique avec des actions qui sont dédiées. À 5%, c'est une dimension qui est systématiquement intégrée dans vos pratiques. Et à 20%, c'est une préoccupation émergente sans forcément d'action concrète en face, mais on va voir que c'est peut-être pas par l'action directement qu'il faut commencer, mais on en reparlera juste après. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à ces questions. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous 3 intervenants, intervenantes que je vais avoir le plaisir de présenter rapidement avant de leur donner la parole. Donc on a Camille Agopian qui est avec nous. Merci Camille. Après une dizaine d'années en association, soit dans des rôles d'adjointe de direction, soit dans des rôles de recherche de fonds, Camille a rejoint le monde du grant making il y a 3 ans et demi en prenant la délégation du fonds qu'elle nous présentera, qui s'appelle le Champ des étoiles. Et l'expérience qu'elle a acquise sur le terrain associatif nourrit aujourd'hui ses réflexions sur l'accompagnement extra-financier dont ont besoin les associations et leurs équipes et porte en particulier une attention spécifique sur cette question du bien-être des dirigeants. Et c'est de ça dont elle va nous parler aujourd'hui. Merci Camille d'être avec nous ce matin. Sylvain Lucier a cofondé et préside l'association Possible, qui agit sur les enjeux de la prison et de la réinsertion. Il se forme depuis 8 ans maintenant à la pratique de la psychothérapie en Gestalt et accompagne justement des dirigeants et des collectifs sous des formats de supervision, donc soit individuelle, soit collective. Et à la croisée de toutes ces expériences, il a initié et coporté, et il coporte l'action recherche Inspire dont on va longuement parler ce matin. Faustine Weckel, merci d'être avec nous. Faustine, elle évolue depuis 16 ans dans le milieu de l'économie sociale et solidaire, côté fondation et association, avec un engagement sur divers sujets comme l'action sociale, la protection de l'enfance, le logement social ou les questions de grande précarité. Faustine, tu es certifiée en approche systémique, tu accompagnes des structures sur des enjeux stratégiques, tu interviens en management de transition et d'analyse des pratiques. Toi aussi, tu fais partie de l'équipe qui a initié, qui coporte l'action recherche Inspire. Merci d'être avec nous ce matin. Et donc moi, je suis Joséphine Boucher. Ça fait 12 ans bientôt que je travaille dans le secteur de l'économie sociale et solidaire de l'innovation sociale. J'ai cofondé et je dirige aujourd'hui une organisation qui s'appelle Ticket for Change, dont la mission est de détecter, d'accompagner, de faire rayonner les pionniers d'un monde plus juste et plus durable, que sont les porteurs de projets à impact social ou environnemental. On est impliqué avec d'autres organisations dans la construction d'un écosystème qui mette la confiance, la coopération, l'impact, le soin au cœur. Je suis membre de l'équipe Cœur Racine dont vous avez vu les participants juste avant. Et donc, j'ai un peu 2 casquettes ce matin. Je vais animer ce webinaire avant tout et je vous parlerai
à certains moments d'un nouveau programme qu'on a lancé sur justement la santé mentale et le soin aux porteurs de projets. Donc à ce titre, je jonglerai entre deux casquettes. Merci beaucoup pour votre indulgence ce matin. J'ai fini avec les présentations. On va tout de suite enfin rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup, beaucoup à tous et toutes encore d'être là ce matin. Euh, donc, je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas entendu que vous pouvez poser toutes vos questions dans la petite fenêtre questions-réponses. Et là, je vais lancer pour nos intervenants, intervenantes des questions, mais ensuite, il y aura vraiment un temps d'échange et c'est ça qui est, ce qui va être super riche aussi avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Le thème qui nous réunit ce matin, c'est celui de la santé mentale, qui a été, vous le savez, désigné comme grande cause nationale en 2025. C'est un thème dont on parle de plus en plus. Il y a de plus en plus de prises de parole au-delà de notre écosystème médiatique sur le sujet. On a l'impression qu'il y a une prise de conscience en cours dans notre écosystème, alors que ce sujet n'est pas nouveau, que peut-être il s'est accentué ces dernières années, mais c'est de ça dont on va parler pour essayer de comprendre qu'est-ce qui bouge vraiment ou ne bouge pas encore assez sur ces questions. Justement, il y a des questions qui vont nous guider pendant cette conversation. Comment est-ce que ce sujet, il impacte concrètement les équipes au quotidien, les équipes qui travaillent sur des projets d'intérêt général et leur capacité, comment ça impacte leur capacité à remplir leur mission. On va se poser la question aussi de pourquoi, comment c'est un levier clé pour faire du tissu associatif, pour rendre le tissu associatif plus robuste et durable. On va se poser la question du rôle et de la responsabilité des fondations, des fonds et des fondations, quel rôle elles peuvent jouer sur ces questions en trouvant la juste place. Comment est-ce qu'on adapte les postures, les pratiques, les modalités de travail pour prendre au mieux soin des porteurs de projets, des dirigeants, dirigeantes de l'ESS. Il y a une question aussi qui avait été soulevée au moment de l'inscription qui nous a particulièrement marqué dans la préparation de ce webinaire et qui va nous guider aussi pour cette conversation. C'était est-ce que la santé mentale est un alibi d'une certaine façon pour éviter de remettre en question le système qui crée cette souffrance au travail, y compris dans le monde de l'ESS. Donc, on a une question qu'on a trouvée très intéressante et qui va vraiment guider nos échanges ce matin. Donc, nous n'aurons pas réponse à toutes, désolée. Mais en tout cas, elles vont vraiment faire partie voilà, des sujets qui vont nous guider ce matin. Il va y avoir quatre grandes questions qu'on va aborder ensemble, à la fois que chacun puisse présenter les projets que l'on porte dans nos organisations, euh, présenter l'analyse d'une certaine façon du problème et de ce sujet, quel regard nous on a capté voilà, des travaux de recherche et d'analyse qui ont pu être faits. On parlera des écueils à éviter pour adresser ces sujets. Aujourd'hui, voilà, on voit qu'il y a une prise de conscience et plein de choses qui se mettent en place, mais du coup, c'est quoi les écueils pour prendre au mieux en compte ces sujets? Et enfin, on parlera des pistes d'action potentielles. Je m'arrête là, j'ai beaucoup trop parlé pour cette introduction et tout de suite, je vais laisser la parole à Faustine et Sylvain pour nous présenter Inspire et puis ce sera au tour de Camille. Là, ce qui est important pour commencer cet échange, c'est de pouvoir présenter concrètement les projets que vous portez, comprendre d'où vous parlez d'une certaine façon, à la fois à titre personnel, comment vous êtes arrivé à ce sujet et puis au titre de vos organisations et des projets. Voilà, qu'est-ce que vous faites concrètement avec Inspire et le champ des étoiles sur cette thématique? À vous. Merci Joséphine, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais effectivement vous présenter Inspire. Inspire est un projet d'action recherche sur la santé et les facteurs de fragilisation, mais aussi de consolidation des dirigeants de l'ESS. C'est une action recherche qui est coportée par deux incubateurs, Ronalpia en région Auvergne-Rhône-Alpes et Intermed en région PACA, et trois indépendants. Moi-même, Sylvain, et aussi Julien, qui n'est pas avec nous ce matin, qui est psychosociologue, Julien Duvivier en l'occurrence, qui est psychosociologue et qui mène une thèse sur les dilemmes que vivent les dirigeants de l'ESS.
je vais peut-être laisser Sylvain, et je le dirai après aussi, parler de son cheminement personnel. Qu'est-ce qui l'a amené à coporter Inspire, enfin, à le cofonder et le coporter. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être enfin, d'être là ce matin. Je vais aller vite sur mon cheminement personnel parce que sinon je pourrais raconter ce qui m'a amené là pendant longtemps et ça commencerait peut-être petit. Mais peut-être mon vécu déjà de dirigeant d'association. Donc j'ai dirigé une petite association. On était jusqu'à 5 salariés pendant 5 ans, mais j'ai pu éprouver les sentiments de solitude, les sentiments de tiraillement, les risques d'épuisement qu'évoquent beaucoup de dirigeants quand on parle des sujets de santé. Et j'ai effectivement été confronté au fait qu'il y avait peu d'espace pour pouvoir explorer ces sujets-là. Et quand j'ai basculé de l'autre côté en devenant accompagnateur de structures de l'économie sociale et solidaire, je me suis rendu compte que la question de l'emmêlement des dirigeants et dirigeantes d'associations, et notamment, entre autres, des fondateurs et fondatrices avec leur structure, était probablement un facteur de fragilisation peu travaillé. Donc ça m'a intrigué de pouvoir mettre ces discussions en collectif, en rassemblant des dirigeantes et dirigeants pour venir échanger de ces questions-là, rompre un petit peu la solitude et, euh, et regarder aussi effectivement ce qui leur appartient et ce qui ne leur appartient pas dans ces souffrances ressenties en tant que dirigeant. Je te repasse la main, Faustine, pour faire de Ouais. même. Ouais, de même, mon cheminement personnel, c'est que finalement, j'ai un parcours à dominante action sociale en organisation. Et depuis 8 ans, dans le cadre de Ronalca, j'accompagne en individuel des entrepreneurs sociaux, dirigeants de l'ESS, évidemment des fondateurs. Et au fil des années, je constatais dans ces accompagnements individuels plus en plus de tiraillements, de difficultés à exercer ton métier, du moins sereinement. Et ce qui me perturbait, c'est qu'il y avait aussi une forme de tabou, une difficulté à en parler. Finalement, une difficulté dans notre secteur à mettre des mots là où on ne peut pas se plaindre, où ce n'est pas réellement autorisé de dire que, eh ben, on fait tomber la cape de celui qui porte l'engagement, de celui qui porte la transformation. Et c'est ce qui a enclenché une volonté de me former à l'accompagnement en approche systémique pour être plus ajustée dans le soutien que je pouvais apporter. Évidemment, ça a totalement motivé le fait de mettre en œuvre Inspire que je vais vous présenter. Donc, complètement dans la lignée de ça, en genèse du projet de l'action recherche Inspire, il y a ce constat partagé début 2023. On observe des symptômes qui sont grandissants parmi les dirigeants de l'ESS, des entrepreneurs sociaux, de l'épuisement, sentiment de solitude, peur de ne pas tenir, mais finalement, comme je disais tout à l'heure, toujours exprimé entre deux portes, un peu caché. Et avant de mettre le mot santé, avec Julien et Sylvain, on voulait surtout, face à ce constat, créer des espaces de parole soutenants pour que ces dirigeants puissent s'exprimer, se soutenir. En fait, on pensait à l'analyse des pratiques professionnelles et de supervision, finalement, qui sont culturellement très développées et un peu réservées au monde de l'action sociale et du médico-social, et aussi souvent beaucoup plus adressées aux équipes, au contact des personnes accompagnées que des dirigeants. Donc au début, on se dit, on va créer des groupes de pairs, mais on s'est vite dit qu'on allait un peu passer à côté du sujet si on ne racontait rien de ce qu'on allait entendre, parce que finalement, on parlait très peu de cette dégradation de la santé des dirigeants, pardon, en début 2023. Et puis aussi, on s'est dit que si on traitait le symptôme, les difficultés, en soutenant les dirigeants, mais sans rien questionner des fonctionnements sous-jacents du système, les mettre en fragilité, eh ben, on pouvait aussi passer à côté de notre sujet. Par exemple, on sait que l'image, le récit de l'entrepreneur social super-héros contribue à fragiliser les dirigeants. Et si nous, on crée des espaces pour les aider, les rebooster, leur donner de l'énergie pour ensuite les remettre dans le système qui les fragilise sans le remettre en question, clairement, on était dans quelque chose de l'ordre du contresens. Et dans ce sens qu'on a vraiment travaillé l'action et la recherche pour venir questionner euh, le système sous-jacent et que notre démarche est résolument systémique. Alors, ce qu'on fait concrètement, depuis 1 an, on ouvre des espaces, des groupes de pairs, on les appelle comme ça, pour entendre la parole des dirigeants de l'ESS sur leurs difficultés vécues, afin de leur permettre
de soutenir, de traverser ces difficultés entre pairs et de mettre en perspective ce qui se passe, les mécanismes qui sont à l'œuvre pour eux. À ce jour, on a accompagné 4 groupes entre Lyon et Marseille et ça fait au total 26 dirigeants. Et chaque groupe se rencontre une journée par mois pendant 6 mois. Et en parallèle de ces espaces de soutien, on mène un travail d'analyse, de compréhension, de mise en perspective de ce que ces difficultés disent des tiraillements, des injonctions paradoxales de plus en plus intenables que vivent les dirigeants. Et on a partagé les premiers éléments d'apprentissage dans le cadre d'un webinaire euh, sur la thématique du coût de la juste place. Et on va travailler des temps de restitution webinaire, format plus présentiel, avec une dynamique plutôt nationale, là, alors que les groupes de pairs sont plutôt en région PACA-ORA. La restitution est de vocation nationale. Jusqu'en 2026, on va faire ces travaux de restitution. On va vous mettre en lien, euh, dans le chat, le lien vers ce webinaire de restitution. Merci Faustine, merci Sylvain pour cette présentation. Camille, est-ce que tu veux bien prendre la suite? Je prends la suite. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation, Joséphine, et ravie d'être là pour partager avec vous ce qu'on fait au Chant des Étoiles. Donc, le Chant des Étoiles, c'est un fonds de dotation familiale qui a été créé en 2011, dont la mission est l'accompagnement des personnes en situation de fragilité. Plus spécifiquement, le fonds soutient des associations qui œuvrent sur 2 axes qu'on appelle nos axes prioritaires, qui sont l'humanisation de la fin de vie et la désistance. La désistance, c'est le parcours de sortie de la délinquance. Donc, ce sont des associations qui sont au service des personnes qui ont été passées, qui sont passées ou qui ont été placées sous main de justice. Le fonds s'est vraiment donné comme objectif d'accompagner de façon significative les équipes et en particulier les dirigeants de ces associations pour les aider à consolider, à s'autonomiser ou à faire grandir leurs organisations avec une certitude, celle que cet accompagnement va se répercuter pour un meilleur accompagnement des plus fragiles. Et c'est en accompagnant ces dirigeants-là qu'il y a une forme de ruissellement, si on peut utiliser ce mot-là, même si aujourd'hui il a une connotation certaine. Et pour cela, alors on le fait à plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau qui est celui du financement, puisque nous attachons particulièrement à ne soutenir que des frais de fonctionnement ou alors une aide à la revue stratégique, à un projet stratégique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fonction des besoins qui sont identifiés par les équipes, on peut proposer des mises en relation ou des outils qui permettent en fait l'accès à des compétences ou à des ressources externes que ne peut pas avoir une association. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le fonds peut soutenir aussi des associations qui aident d'autres associations. Je vais vous en citer un exemple, c'est le soutien de Thierry qui travaille sur la digitalisation des associations. Ce sont toutes ces associations qu'on appelle, nous, B2B, parce qu'elles permettent aux autres associations de répondre à leurs besoins et de déployer leur vision. La deuxième chose sur le financement, c'est qu'on s'attache à un financement sur le temps long, à rencontrer les associations, à travailler avec elles, dans une relation qui soit celle d'une relation de proximité. Mais une proximité qui sait respecter une certaine distance. On n'est pas là pour faire à la place, on est là pour les aider à faire avec bienveillance, écoute et confiance. Et on reprendra ces éléments-là plus tard. Pour vous donner un ordre de grandeur, le fonds a soutenu une 60aine d'associations depuis sa création. Et là, je vais basculer sur Graines d'Audace et je vais expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé, du coup, nous, à travailler sur ces questions de santé mentale des dirigeants. En 2022, dans le cadre des 10 ans du fonds de dotation, nous avons réalisé une étude qui était une étude un peu de bilan, de recueil de paroles de dirigeants sur ce que le Chant des Étoiles pouvait leur apporter. Mais on avait voulu surtout aussi travailler sur les besoins, à la fois les besoins des dirigeants, mais aussi les besoins des structures qui n'étaient pas couverts, que ce soit par le Chant des Étoiles ou par d'autres financeurs. Et il y a l'un des points qui nous a particulièrement marqué, c'était celui de la solitude du dirigeant et le poids des responsabilités dont les dirigeants parlaient. Et c'est sur ce point-là qu'on avait voulu, du coup, nous, concentrer notre action
en se disant qu'il était important de venir en aide aux dirigeants sur ce sujet. Et c'est là qu'entre en jeu Graines d'Audace. Graines d'Audace, c'est un programme qui a été développé à l'origine par le fonds de dotation après-demain. Et je remercie Emmanuel qui est là dans la salle. C'est pas elle qui était à l'origine du projet, mais c'est le fonds de dotation après-demain qui a vraiment structuré et organisé le parcours avec l'aide d'un consultant qui s'appelle Hervé Will. L'objectif du parcours, c'est vraiment de créer des groupes de pairs apprenants de dirigeants associatifs. L'objectif, alors ça a été créé dès 2018, le sujet de la santé mentale n'était pas exprimé tel quel à l'origine dans ces années-là. Donc c'était vraiment plutôt un programme pour les aider. Ce sujet de la santé mentale, il n'était pas obligatoirement nommé tel quel, mais il est apparu au fur et à mesure, en fait, dans les remontées de ce que les dirigeants ont pu partager. La spécificité de ce programme, c'est qu'il n'a pas de programme, justement. L'ordre du jour, il est vraiment travaillé en co-construction avec les participants. Les sujets sont traités en fonction des besoins au moment de la rencontre entre pairs. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, voilà, c'est vraiment au moment. Et ça peut traiter de tous les sujets clés, de toutes les préoccupations des dirigeants au moment de la réunion. Ça peut être sur le management, la gouvernance, la place du dirigeant. Et c'est au travers de deux outils principaux qui sont le dialogue créatif et le co-développement. En plus de ça, Hervé apporte des outils méthodologiques qui peuvent être réutilisés derrière par les dirigeants et une prise de hauteur avec des apports théoriques. Alors, sans même se concerter, on a un peu la même façon de fonctionner que le programme Inspire, parce que nous aussi, on est sur 6 journées qui s'étalent sur une année scolaire, à peu près de septembre à juin, quand on y arrive. C'est uniquement du présentiel. Ça, c'est important que les gens puissent se retrouver. Et la participation, normalement, est exigée à toutes les journées pour une bonne dynamique de groupe et pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui se crée. Il y a entre 8 et 12 dirigeants d'associations. Aujourd'hui, on a créé 2 groupes. Un groupe autour de Nantes avec plus dirigé par après-demain et un groupe sur Paris plus mis en place par nous, le Chant des Étoiles. Sachant qu'on a une autre spécificité qui est que nous, fonds de dotation, nous n'intervenons pas pendant les réunions. Nous sommes totalement en dehors. Les sujets sont confidentiels. En fonction de l'accord des participants, on peut avoir, nous, accès aux échanges euh, qui ont été éclos dans cette journée de réflexion. Mais si les dirigeants de l'association ne veulent pas qu'on soit au courant des sujets, voilà, on ne sera pas au courant des sujets, ça reste à l'intérieur du groupe. Je te repasse la parole, Joséphine. Oui, merci Camille, merci beaucoup pour la présentation là, des différentes démarches. Je prends ma casquette ticket pour vous présenter nous ce qu'on est en train de mettre en place et d'où c'est venu aussi. Il y a plein de choses qui font écho à ce que vous venez de partager. Nous, dans l'ADN de Ticket, notamment sur la partie d'accompagnement justement des porteurs de projets, depuis le début, donc ça fait 10 ans maintenant, il y a une attention particulière qui est portée à la fois au projet, bien sûr, mais aussi aux personnes. Et ces deux dimensions, elles sont vraiment essentielles. Même si on ne parlait pas du tout de ce sujet-là de cette façon il y a quelques années, en fait, il y a toujours eu dans nos accompagnements un souci, un soin d'une certaine façon mis à ben voilà, la personne, comment elle se sent dans son projet, comment elle va le porter, comment elle va réussir à tenter de prendre soin d'elle dans la durée, comment elle va s'entourer à la fois de son équipe, de ses pairs, etc. Mais force est de constater que cette question, comme ça a été mentionné, elle s'est vraiment aggravée en fait ces dernières années. Et donc, de par tous les échanges qu'on a eus avec nos alumni, donc avec les anciens de nos programmes et ce qu'on voyait en fait, soit sur le terrain, soit aussi dans l'écosystème, on s'est dit qu'on avait envie d'aller plus loin là-dessus. On a mené un travail d'étude dont on parlera juste après. Et on lance cette année, on sort
hier soir de la fin du tout premier séminaire. Donc on est vraiment à chaud là-dedans. Mais on lance donc cette année un nouveau programme qui s'appelle Oasis. Et ce programme, il s'étale sur 6 mois, avec 4 jours en présentiel obligatoire, entre guillemets, donc qui viennent de se passer là ces 4 derniers jours. Il y aura 2 jours de clôture à la fin en janvier, et entre-temps, il y a de l'accompagnement asynchrone. C'est pour une vingtaine de dirigeants, d'entrepreneurs et ou dirigeants de l'économie sociale et solidaire, donc toute taille de structure, et c'est ça qui était intéressant aussi enfin, qui va être aussi intéressant de voir là. Ce programme, pendant 6 mois, c'est un espace de ressourcement d'abord, de pause, où pour peut-être la première fois depuis des mois, ils vont vraiment penser à eux, leurs personnes, avant de penser à leur projet, leur équipe, leurs parties prenantes. Donc vraiment un espace de ressourcement, un espace de connaissances sur lesquels ils vont se former sur des aspects théoriques. Ces 4 derniers jours, on a beaucoup parlé, par exemple, du système nerveux autonome et de comment est-ce qu'il régule aussi nos vies, nos réactions, notre quotidien. C'est un espace de prise de hauteur pour prendre conscience de ce qui va pas, ce qui est lié à soi, à son organisation, à l'écosystème, entrer en résonance aussi avec ce que d'autres et ce que les pairs peuvent vivre. C'est un espace de partage. Et ça a été beaucoup remonté ces 4 derniers jours-là. C'est la première fois que je peux vraiment partager en toute transparence, sans masque, sans être dans un exercice de pitch, de présentation, en fait, ce que je traverse. Et ça, en fait, on le voit, et c'est ce qui vient d'être partagé. C'est rare, en fait, ces espaces-là, pour les dirigeants de l'ESS. Et c'est aussi un programme dans lequel voilà, c'est un espace de transformation aussi de leurs pratiques individuelles, collectives, organisationnelles, pour essayer de réussir à mettre ce sujet du soin et de la santé mentale plus au cœur. Ce programme, il a été conçu aussi avec l'approche systémique en tête. Donc, c'était un exercice intéressant à la fois, c'est un programme d'impact direct, et en même temps, on a essayé de se poser les questions des effets de bord potentiels, de comment est-ce que voilà, chaque partie prenante, que ce soit les entrepreneurs eux-mêmes, leurs pairs, les financeurs, les structures d'accompagnement, comment est-ce qu'on est chacun, chacune responsable de l'aggravation de cette santé mentale des dirigeants de l'ESS, et en même temps, comment est-ce qu'on est tous, et ça on va beaucoup en parler après aussi, potentiellement détenteurs d'une partie de la transformation dont il y a besoin dans l'écosystème. Et puis au-delà de ce programme donc qui est en expérimentation cette année, il y a une démarche plus large en coalition avec d'autres acteurs, dont Inspire notamment, et d'autres organisations qui travaillent sur ces sujets, pour essayer, au-delà de cet impact direct qu'on va avoir sur les personnes, essayer en fait collectivement de se dire comment est-ce que cet écosystème il se transforme aussi. Donc là, on fait tout un travail autour d'études, de production de contenu, de tribunes, de groupes de travail, pour essayer de transformer les pratiques, mais on est au début de cette démarche-là. Voilà, j'enlève ma casquette ticket et je reprends ma casquette d'animatrice. Merci donc d'avoir présenté les programmes que vous portez, d'avoir donné du concret aussi sur ce que ça représente. Avant de déployer en fait ces projets, il y a eu dans chacun de nos cas là, de nos configurations, et puis Inspire, vous êtes vraiment en plein dedans aussi, des phases vraiment d'études, d'analyse de la situation, en fait, de quoi on parle, c'est quoi le problème exactement, de quoi est-ce qu'on parle, quelle est l'analyse de la situation, et comment ce sujet il impacte vraiment au quotidien leurs équipes, au quotidien les dirigeants et leurs équipes, pardon. Peut-être, est-ce que... Alors moi, je peux parler d'une étude très rapidement qu'on a menée avec l'EM Lyon. En fait, on a voulu, au-delà de nos intuitions et de ce qu'on voyait sur le terrain, mettre de l'objet,
quantitatif, on va dire, du rationnel d'une certaine façon derrière ces intuitions. Et on a mené avec donc des chercheurs de l'EM Lyon une étude sur la santé mentale des dirigeants à impact. On a essayé de comparer, ils faisaient déjà un travail autour de la santé mentale des dirigeants d'organisations traditionnelles, et on a essayé, enfin, on a ajouté un échantillon autour des organisations à impact en particulier, donc de l'ESS au sens large. Les chiffres qui ressortent, je vous en donne quelques-uns, c'est juste pour donner du rationnel, mais on va plutôt laisser la place après au travail qualitatif que vous avez fait avec Inspire et Graines d'Audace. Ce qui ressort de donc de cette étude qu'on a menée auprès de près de 200 dirigeants, et qui s'appuie sur un baromètre, donc sur l'indice de bien-être de l'OMS. Il y a 40% des dirigeants d'organisations à impact qui déclarent ne pas être en bonne santé mentale. 40% contre 24% des dirigeants traditionnels. Donc il y a une très très forte différence entre, entre, euh, entre le fait d'être un dirigeant d'organisation impact ou d'organisation traditionnelle. On a vu aussi qu'il y avait un effet de biais social qui est très très fort, qui, parce qu'on a envie, ça a été dit avant, parce qu'on a envie de donner une image de réussite, de tout va bien, mon projet va super bien et tout, on sous-déclare les difficultés. Donc quand on évalue de façon un peu indirecte vraiment l'état de la santé mentale de ces dirigeants d'organisation à impact, le niveau de stress et de détresse psychologique d'une certaine façon est bien plus élevé que ce qui peut être déclaré dans les premières questions. Donc ça reste un tabou important. On se rend compte que les trois facteurs en gros qui ressortent particulièrement, que là on peut voilà, observer dans l'étude, et qui amplifient en fait la vulnérabilité de ces dirigeants à impact face aux risques psychosociaux, c'est la charge de travail, l'énorme engagement, le surengagement, qui double le risque d'une santé mentale dégradée. Le sentiment d'isolement qui est très très fort, on a beaucoup parlé là, toutes nos démarches, c'est des programmes collectifs. Le sentiment d'isolement qui augmente de 20% le risque de mauvaise santé mentale chez les dirigeants impact. Et enfin, on voit la question du genre, où les femmes entrepreneurs sont particulièrement vulnérables. 36% des dirigeantes sont considérées comme à risque contre 20% des hommes dans l'échantillon qu'on avait. Et on voit aussi, pour finir sur une touche un peu plus positive peut-être, c'est qu'une vision positive d'une certaine façon du stress peut réduire de 10% le risque d'une santé mentale dégradée. Donc il y a aussi besoin d'expliquer et d'apporter de la connaissance là-dessus sur la gestion du stress. Je ne rentre pas plus dans le détail des chiffres, et peut-être j'ai envie de vraiment laisser la parole à Camille sur l'étude que vous avez faite, plus qualitative d'une certaine façon avec Graines d'Audace, et ensuite Faustine et Sylvain, vous nous raconterez les premiers apprentissages qui sortent de ce que vous avez mené jusqu'à présent. Avec Camille, c'est à plaisir. toi. Merci Joséphine. En fait, c'est plus une analyse qu'on peut partager avec après-demain de ce qu'on peut voir, de ce que apporte Graines d'Audace ou de ce que peuvent nous dire nos dirigeants les dirigeants des associations qu'on soutient. Pour nous, il y a vraiment une analyse qui est à la fois, et c'est ce qu'on a dit, ce qui a déjà été évoqué précédemment, il y a une analyse de la situation qui a affaire à deux niveaux, qui est un niveau structurel et un niveau plutôt conjoncturel. Structurel parce que il faut vraiment souligner l'importance du rôle des dirigeants salariés dans la réussite des associations et dans la conduite de leur mission. Il y a eu d'ailleurs un manifeste qui a été écrit par l'un des groupes au bout de 2 ans du parcours pour en fait essayer d'expliquer leur métier, ce qu'ils faisaient et pourquoi quelles étaient les difficultés qu'ils rencontraient. Et ils se sont eux-mêmes nommés des couteaux suisses de leur structure. C'est-à-dire que un dirigeant d'association, il doit tout savoir faire
quelle que soit sa formation prioritaire, quelle que soit sa formation initiale, quelle que soit son expérience, quels que soient ses goûts. Il doit être au four et au moulin en permanence et capable d'eux. Et ça, à deux niveaux, à la fois au niveau de sa gouvernance et à la fois au niveau de son équipe. Et ça, c'est compliqué, euh, tout en étant à la fois garant de l'objet social. Donc, ça fait beaucoup de choses dont il est garant, responsable. Et les dirigeants sont souvent, du coup, confrontés parfois à une impression de méconnaissance de leur rôle et de la responsabilité, à la fois au niveau des partenaires et de la gouvernance, pas au niveau des équipes parce qu'ils travaillent au quotidien avec, mais c'est vraiment quelque chose qui est... Ah, Sylvain va peut-être... voilà, mais tu as le droit d'être pas d'accord avec moi, Sylvain, j'ai pas de problème. Mais vraiment... cette méconnaissance de leur rôle par rapport aux partenaires et aux gouvernantes, qui pour moi est tout aussi liée au fait que parfois les gouvernantes n'ont même pas connaissance elles-mêmes de leurs propres responsabilités. On pourrait en parler pendant longtemps, mais voilà. Euh, euh, on peut aussi souligner, même si Joséphine, t'en as parlé tout à l'heure, mais je trouve ça vraiment important, c'est le poids de leur engagement au service de la mission. Qu'on a, voilà, que moi auquel j'ai été confrontée quand je travaillais en association, dans une forme un peu, vous m'excuserez du terme, mais pour moi, il est vraiment adéquat, sacrificielle du je travaille dans le secteur associatif, voir une forme de comparaison avec le secteur plus classique et la chance qu'on peut avoir de travailler pour un métier qui a du sens. Qu'on peut nous renvoyer souvent. Et tout ça fait qu'en fait, on est prêt à accepter des choses qu'on n'accepterait pas dans d'autres circonstances. Euh, Effectivement, la charge de travail des équipes qui sont réduites, le besoin de faire avec peu, parfois des salaires qui ne permettent pas un équilibre perso-pro complètement adéquat. Et on en arrive effectivement du coup à cette forme un peu sacrificielle qui est qu'il faut que je continue quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte de ma santé, quoi qu'il en coûte des équipes, quoi qu'il en coûte de mon propre état. Les dirigeants de l'association avec qui on a effectivement échangé, ils soulignent aussi ce manque d'échange. Donc on retrouve cet sentiment de solitude, ce besoin de partage entre pairs qui est peu mis en place, en tout cas qui n'est pas structuré. Et c'est vraiment ça qu'on a voulu faire, nous, avec Graines d'Audace. C'est vraiment leur offrir cet espace de parole dans une totale liberté et confiance. C'est un espace où ils savent que ce qu'ils vont dire va rester là où il est et qu'ils peuvent partager des situations difficiles de management, de relations, de partenariat, alors qu'ils n'ont pas d'autres espaces pour le partager. Et puis, par rapport à l'analyse structurelle, il y a une question à se poser pour moi en tout cas, autour de la construction même du modèle économique des associations dont ils sont les garants, c'est quand même eux quand on les garants, avec par exemple, mais je suis loin d'être exhaustive, je pense, la multiplicité des financeurs qui demandent chacune leur propre compte rendu, la course à l'innovation, la difficulté à trouver des financements de fonctionnement, les relations de pouvoir entre financeurs et financés, et c'est un financier qui en parle, et c'est un financeur qui en parle, pardon. Toutes ces choses-là qui font que le secteur en lui-même est un secteur qui crée, euh, euh, de par son fonctionnement, un risque, voilà, créer ce risque. Pour moi, après, il y a aussi ce qui se passe en ce moment, donc plus conjoncturel, qui est lié à la pression économique, à la baisse des subventions publiques, qui crée aujourd'hui des situations compliquées. Il suffit de regarder et d'ouvrir LinkedIn tous les jours pour s'en rendre compte. Au stress qui vient de se passer sur la semaine dernière sur la problématique de la loi de finances et de la baisse de la défiscalisation des dons. Voilà, tous ces questionnements, tous ces points de stress rajoutent en fait aujourd'hui un poids sur les épaules du DG. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si la gouvernance est là, à la fin,
c'est le DG qui va apporter les éléments pour trancher sur les situations, qui va faire ou qui va faire trancher, qui va trancher même ou qui va faire trancher, mais c'est surtout lui derrière qui va mettre en place les décisions choisies. Et c'est ça aujourd'hui qui, pour moi, en termes d'analyse conjoncturelle, explique un peu la situation. Tout ça, ça amène quoi? Ça amène un sentiment de solitude. Ça emmène un sentiment de devoir systématiquement réinventer la solution à tous les problèmes rencontrés. Et c'est entre autres aussi pour ça qu'on avait lancé les groupes Graines d'Audace, c'était de se dire, en fait, quand on réunit 8 à 10 dirigeants d'associations, probablement, il y en a un qui a déjà vécu la situation et il y en a un qui va la vivre après. Et le fait de mettre le sujet sur la table va faire que celui qui la vit aujourd'hui, il va pouvoir s'appuyer sur celui qui l'a vécu et il va pouvoir apporter des solutions à celui qui va le vivre demain. Et donc, et ça va éviter de devoir systématiquement réinventer une solution alors qu'il y a déjà des solutions qui ont été éprouvées et qui sont probablement bonnes, ou alors pas bonnes, mais au moins on va éviter de se prendre le mur comme l'autre avant. Et c'est lié aussi à l'impossibilité d'être compétent dans tous les domaines qui touchent l'organisation de l'association, avec une incapacité pour les dirigeants de l'association d'aller chercher toutes les compétences et d'avoir toutes les compétences en interne. Euh, et ça peut amener un dirigeant à ne pas se sentir à sa place, voire à ne pas être la bonne personne, en tout cas à cette place, et à se dire que, ben, en fait, il n'est pas capable d'eux, alors que c'est pas ses capacités qui sont à remettre en cause, c'est la façon dont ça se passe. Je passe la parole Merci à beaucoup, Sylvain et Faustine. Sylvain, Faustine, à vous. Je reprends la parole. Excuse-moi Camille pour ce hochement de tête intempestif, je le fais de façon inconsciente. J'étais tout à fait d'accord avec ce que tu disais sur le fait que les gouvernances et les partenaires ne se rendaient pas toujours compte de ce que vivent les dirigeants, et les dirigeants nous disent parfois que les équipes non plus ne se rendent pas bien compte de ce qu'est leur rôle. Donc, voilà. Notre approche du côté d'Inspire, effectivement, elle est un petit peu décalée de celle d'une étude telle que l'a nommée Joséphine, parce que d'ailleurs, on ne l'a pas du tout terminée, cette étude, cette action recherche, on est en plein cours dedans. Le parti qu'on a pris, c'est d'écouter complètement dans ces groupes de pairs la parole des dirigeants, en ayant le moins d'a priori possible peut-être sur ce qu'ils allaient nous dire, et se laisser surprendre par où ils nous emmènent eux, où elles nous emmènent elles quand elles nous parlent de ce qui les met en difficulté dans l'exercice de leur mission. Et peut-être que ce qui nous a le plus intrigué, ce qu'on a attrapé en tout cas pour commencer, c'est une sensation finalement, pour repartir de quelque chose d'assez corporel, une sensation dont il nous parle régulièrement, qui est une sensation de tiraillement. Ce qui est le plus souffrant, ce qui est le plus fatigant, d'après ce que nous disent les dirigeants d'un groupe de pairs, c'est de vivre un tiraillement, un désalignement trop récurrent, voire permanent, entre ce qu'ils aimeraient faire et ce qu'ils peuvent faire de leur temps et de leur mission, ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ont à faire. Et là, effectivement, le couteau suisse est sûrement un objet assez tiraillé dans son devoir de répondre à beaucoup de choses. Et ils vont jusqu'à nous parler de dissociation, parfois, ce qui est quand même en psychologie un terme assez brutal, c'est-à-dire sortir de soi pour être ailleurs de soi, tellement la situation qui est vécue est violente. Ils vont jusqu'à utiliser ces termes-là, pas forcément pour dire ça exactement, mais néanmoins, ça dit beaucoup de comment la fonction de dirigeant d'association, de dirigeant de structure à impact, de dirigeant de l'intérêt général, les oblige à se mettre à des places pour répondre à des enjeux auxquels on les convoque, que ce soit les bénéficiaires, leurs équipes, leur gouvernance, leurs partenaires, eux-mêmes, dans la projection qu'ils se font de ce qu'ils doivent faire et de ce qu'ils doivent réussir. Ils s'obligent à sortir, à s'éloigner de leurs états émotionnels parfois, c'est-à-dire qu'ils vivent de l'inquiétude parce que la trésorerie risque de s'effondrer dans les 2 mois, et pour autant ils sont obligés de montrer à tout le monde extérieur que tout va bien, que les salaires seront payés sans difficulté pour que les équipes poursuivent, que la structure va bien pour que les partenaires continuent d'alimenter. Et en fait, ce décalage-là est une source d'épuisement s'il est trop récurrent. Partant de ce point de tiraillement, on s'est intéressé à qu'est-ce que ce tiraillement dit, non pas seulement de la situation au quotidien et micro des dirigeants, mais aussi de comment leurs fonctions et les structures de l'intérêt général sont traversées par des paradoxes sociétaux
qui n'appartiennent peut-être pas qu'à l'ESS, mais qui en tout cas sont marquants dans l'ESS. Et on en a tiré quelques-uns dans le webinaire qu'évoquait Faustine. Et comme je serai très bref, on vous invite, si vous avez envie d'aller plus loin, à prendre le temps de ce webinaire. Ces paradoxes, ça peut être par exemple de devoir concilier une quête de sens qui est très investie par ces dirigeants. Il y a des personnes qui viennent là investir une quête de sens, qui embarquent leurs équipes avec cette quête de sens, et de devoir associer cette quête de sens à un objectif de performance qui est de plus en plus admis dans le secteur de l'ESS comme étant une nécessité, être performant dans son action. Ça pourrait faire sens, et malheureusement, à plein d'endroits, on voit que ces deux injonctions, elles peuvent être paradoxales et paradoxantes. C'est-à-dire que parfois, ce qui fait sens, et souvent ce qui fait sens pour les organisations, n'est pas directement associé à la notion de performance, en tout cas pas directement associé à la notion de performance telle qu'elle est véhiculée par des parties prenantes, par nos récits sociétaux de plus en plus pressants. Tu parlais tout à l'heure d'injonction à l'innovation, Camille, on peut vraiment la retrouver à cet endroit-là, c'est-à-dire que l'obligation à l'innovation est de plus en plus inscrite, et ça parle certainement aussi du rôle et des responsabilités des financeurs sur lesquels on glissera tout à l'heure. Les dirigeants qu'on rencontre sont des innovateurs, il n'y a pas de doute là-dessus, ils portent ça, mais pour autant, ils croient pour la plupart à une innovation qui va émerger du terrain, et ils sont très souvent contraints par la nécessité de répondre à un appel à projet avant de pouvoir le mener, de faire de l'innovation sociale prescrite, c'est-à-dire qu'ils vont devoir écrire l'innovation sociale et la dérouler après sur le terrain, qu'elle soit ajustée aux besoins et aux enjeux systémiques notamment, ou pas. Et ils souffrent particulièrement du ou pas. Une deuxième injonction paradoxale qui se vit au niveau micro, c'est celle de la temporalité, évidemment. Je pense qu'on enfonce des portes ouvertes, et pour autant, c'est vraiment ce dont nous parlent les dirigeants, c'est que ils ont à mener, notamment quand ils adressent des sujets sociaux ou environnementaux profonds, des travaux qui nécessitent du temps long. Ça va être des dirigeants de structures qui accompagnent des bénéficiaires du RSA très éloignés de l'emploi, qui savent le temps, la confiance que ça demande de pouvoir nouer la relation de confiance, d'accompagnement qui va pouvoir permettre à la personne de reprendre progressivement pied, et qui sont contraints de rédiger des dossiers dans lesquels ils vont devoir expliquer comment, en 6 mois, ils vont pouvoir remettre une personne au travail. Et donc, ce mensonge qu'ils sont obligés de mener en permanence pour avoir de l'argent et le déplier sur le terrain est assez épuisant, assez souffrant, assez désalignant. Et voilà, un autre paradoxe méta qu'on observe, c'est la logique de marché, la nécessité de s'inscrire de plus en plus dans des dynamiques capitalistes et de mise en concurrence des associations, là où la plupart des dirigeants d'associations croient aux complémentarités et aux singularités de métiers qu'ils vivent le plus souvent comme artisanaux, de savoir-faire du sur-mesure, du territorial, du travail de proximité, et où il y a une injonction à être une solution qui soit possible de changer d'échelle, déployable partout, industrialisable, au détriment aussi de la reconnaissance des singularités et des spécificités et des complémentarités des différents acteurs. Et donc une obligation à se mettre en concurrence là où il y a du désir souvent de coopération, du désir de faire ensemble. Et le pari qu'on fait à travers l'Action Recherche Inspire, c'est qu'en permettant à ces dirigeants, mais pas qu'aux dirigeants, de comprendre les mécanismes à l'œuvre, la façon dont l'accélération vient tordre aussi leur capacité à agir et à apporter des réponses qui soient pertinentes. En mettant en compréhension ces mécanismes à l'œuvre, on peut passer d'un mécanisme qui oscille aujourd'hui entre toute puissance, je peux sauver le monde avec mes petits bras, et impuissance, je ne peux rien faire, à un réel pouvoir d'agir au niveau auquel ces organisations sont capables d'agir. Et ça passe par un processus de saine désillusion, c'est comme ça qu'on l'appelle, et c'est ça qu'on explore dans le cadre de l'Action Recherche Inspire,
de pouvoir revenir à la hauteur de ce que ces dirigeants et dirigeantes sont en mesure de faire. Voilà pour les premières hypothèses de l'action recherche Inspire qu'on va continuer d'explorer pendant encore 1 an et demi. Merci beaucoup à tous les trois. Il nous reste encore 10 minutes avant de passer aux questions-réponses avec nos participants et participantes de ce matin. Donc, je vous rappelle de ne pas hésiter à poser vos questions dans la petite fenêtre questions-réponses. On les prendra juste après. Là, la question qui nous a animés et sur laquelle on a aussi beaucoup échangé dans la préparation pour revenir aussi à ce qui avait été partagé dans l'inscription d'un ou d'une d'entre vous sur est-ce que la santé mentale, c'est pas un alibi là pour ne pas transformer en profondeur les causes de ce qui crée la souffrance au travail dont on vient de parler. Du coup, la question là et ce qu'on avait envie d'aborder avec vous, c'est de vous présenter quels pourraient être, enfin, quels sont les écueils potentiels à éviter. À la fois, on voit que ben, voilà, de plus en plus d'organisations s'emparent de ce sujet. Le fait qu'on ait un échange aujourd'hui là-dessus, c'est un signal aussi de prise en compte. La semaine dernière, on était avec Inspire au séminaire annuel du CFF, c'était aussi à l'ordre du jour. Il y a plein de signaux plus ou moins faibles ou forts dans l'écosystème qui montrent cette prise de conscience. Donc d'un côté, on peut s'en réjouir, et d'un autre, il y a des écueils à éviter. En tout cas, c'est nos convictions là partagées pour pas créer, nourrir ou renforcer des effets de bord potentiels. Donc, est-ce que vous pouvez, Camille, Faustine, Sylvain, nous présenter voilà, les écueils potentiels à éviter si on veut s'emparer de ce sujet de la santé mentale des dirigeants de l'ESS. Camille, est-ce que tu veux commencer? Oui, bien sûr. Je te rejoins, Joséphine, sur ce que tu viens de dire et en particulier sur la prise en compte aujourd'hui au sein des fonds et des fondations de cette dimension-là et en tout cas de la nécessité d'un accompagnement qui soit au-delà de l'accompagnement financier. On va appeler l'accompagnement extra-financier, ce sera plus simple avec comme objectif ou comme envie d'ailleurs, celui de permettre aux associations de mieux réaliser leur mission sociale, avec la volonté de ne pas faire à la place, mais celle bien d'accompagner, d'apporter un regard extérieur, de permettre le recul, d'ouvrir un espace de discussion et d'écoute. Euh, donc il y a une vraie prise de conscience de la nécessité d'accompagner les équipes et plus particulièrement les dirigeants. Aujourd'hui, de ce que je peux voir, l'accent est plutôt mis sur l'acquisition de compétences. On va parler par exemple de management, de ressources de fonds, de communication, de stratégie. Donc centré sur les métiers, probablement avec une volonté de faire monter en compétences pour être plus efficace dans son métier, plutôt que sur le bien-être, la santé mentale, qui sera plutôt traité comme une conséquence de. Si j'arrive à apporter des compétences de management, de recherche de fonds, de communication, de stratégie, probablement le dirigeant se sentira mieux dans son travail, plus compétent, et donc on va enlever une partie de la santé mentale. Ce que je vois aujourd'hui, moi, comme écueil, ou en tout cas comme danger, peut-être comme plutôt que le terme d'écueil, c'est vraiment la multiplicité de ces offres-là. Et donc, aujourd'hui, des dirigeants d'associations qui se retrouvent avec un certain nombre de financeurs, pas obligatoirement tous, mais un certain nombre de financeurs qui leur proposent ces temps de montée en compétences, voire même qui les lient à leur financement. Et ça, pour moi, c'est un vrai danger parce que ça entraîne une forme de concurrence entre financeurs déjà. Et puis, le temps du dirigeant,
il est compté, hein, il n'a que 24 heures lui aussi dans sa journée. Et donc, en fait, ce sont quand même des espaces qui doivent être dédiés à ça, avec, et ça, on le voit très bien dans les groupes de graines d'audace, une forme de culpabilité vis-à-vis de l'espace, vis-à-vis de le reste de l'équipe. C'est-à-dire, moi, je m'offre une journée, 6 journées, entre 6 journées dans l'année pour réfléchir à qui je suis, à pourquoi je suis là, à quels sont les mécanismes, comment je me sens. Alors que pendant ce temps-là, mon équipe, elle continue de trimer. Et pour moi, c'est un vrai danger, cette multiplication des offres et cette concurrence qu'on peut avoir entre nous, financeurs. En tout cas, elle est pas saine et elle appellerait plutôt à une forme de travail en commun, de collaboration, de coopération pour essayer de trouver des façons de faire communes. Et elle va jusque même au fait que nous, on a ouvert Graines d'Audace à toutes fonds et aux fondations qui voulaient nous rejoindre. On a proposé soit de venir travailler avec nous sur l'ingénierie, sur la mise en place du programme. Parce qu'on considère que ce programme-là, il n'appartient ni à Après-demain ni à nous. On a envie, au contraire, qu'il puisse vivre hors de nos fonds de dotation et qu'il puisse se développer sur l'ensemble du territoire français. On a proposé aux autres fonds et fondations de venir nous voir, soit sur l'ingénierie, soit en proposant à des dirigeants d'associations de venir rejoindre nos groupes. Et autant on a un accueil sur le fond très favorable des fonds et des fondations, autant derrière, on n'a pas eu de concrétisation, si ce n'est une fondation qui est venue nous proposer un dirigeant d'association, un peu comme si chacun voulait faire de son côté sa propre offre, on va dire. Et je ne suis pas sûre que ce soit véritablement au service des dirigeants que de travailler comme ça. Ça, c'est le premier accueil pour moi. Le deuxième écueil, il est que quand même, ce sont malheureusement toujours les mêmes associations qui sont accompagnées. Et ça, je peux le dire parce que nous, on a fait faire une étude auprès de nos associations soutenues sur l'ensemble des accompagnements auxquels les dirigeants d'associations ou les associations dans leur ensemble euh, ont été confrontées, on peut dire, pendant la vie la vie de l'association. Alors, elles ne sont pas obligatoirement accompagnées tout le temps en même temps, mais en tout cas, ce qu'on peut noter, nous, ce qu'on a pu noter, c'est qu'il y a un suraccompagnement de certaines associations versus d'autres qui ne sont pas accompagnées du tout. Probablement parce que, en parallèle, on a un surfinancement de certaines associations versus d'autres qui sont moins accompagnées et que il y a certains projets qui sont très présents, très présents dans les médias, où la communication est extrêmement bien faite et ce sont des projets qui sont suraccompagnés et les autres qui sont moins visibles, plus invisibles. Eux, par contre, échappent totalement à cette possibilité d'être accompagnés. Voilà. Merci Pour, Camille. Sylvain. oui, pour poursuivre et rapidement, je crois qu'on souscrit parfaitement à ce que vient de nommer Camille. Il y a peut-être dans les écueils cette santé mentale, grande cause 2025. C'est une bonne chose que ce sujet soit mis sur la table, mais le risque, c'est d'en faire un effet de mode où chacune et chacun, dans la précipitation, tente d'apporter des solutions et faisant ça, on risque des effets de bord qui, on l'observe déjà, sont fragilisants pour les dirigeants. C'est l'accélération, c'est-à-dire qu'effectivement, si le dirigeant se retrouve pris au milieu de 14 injonctions à prendre soin de lui sur des réponses qui ne seraient pas ajustées aux réels besoins d'espace, de travail et de pair qu'il a, on va passer à côté d'une réponse. Et puis, cette logique un problème, une solution, c'est quand même, on le voit, celle qui conduit aussi aux impasses des structures de l'ESS et du coup des fonctions de dirigeants, et essayer d'éviter de le reproduire dans cette approche sur la santé mentale qui est une approche évidemment très complexe et très multifactorielle. Voilà, un espace pour prendre soin de soi n'est pas, on en est à peu près certain du côté d'Inspire, une réponse adéquate et suffisante à la problématique que vivent aujourd'hui les dirigeants et à travers ça les structures de l'ESS. Donc la proposition pour contourner cet écueil, c'est effectivement d'éviter la précipitation, de prendre le temps de se poser sur la façon
dont peuvent être déployés ces espaces de soutien. Et on croit, peut-être pour partager des convictions, côté Inspire, à deux choses. La première, c'est peut-être de profiter de ce sujet pour ouvrir les communautés. On voit dans le cadre des groupes de pairs qu'il y a un grand plaisir, un grand intérêt pour les dirigeants de l'ESS à rencontrer des structures qui n'ont pas les mêmes modes d'entreprendre, les mêmes rapports à leurs fonctions. On a pu travailler aussi bien avec des entrepreneurs sociaux qui ont créé leur structure il y a 4-5 ans que des dirigeants de l'éducation populaire qui dirigent leur structure depuis 25 ans après en avoir été eux-mêmes salariés. Les rapports sont très différents et faire dialoguer ces différents modes d'innover, modes d'agir, on pense que c'est hyper précieux, y compris pour se remettre un petit peu tous du même côté de la barrière de l'économie sociale et solidaire, parce qu'on porte davantage de choses communes peut-être que la grande vague qui fait face à nous et qui devient assez urgent de refaire ensemble plutôt que de soutenir les concurrences involontaires qui continuent de se mettre en place entre les anciennes structures de l'ESS et les nouvelles structures de l'ESS. Donc effectivement, une grosse conviction sur l'intercommunautaire, autant que possible que ces espaces permettent d'associer des profils très différents. Et la deuxième conviction, c'est pour éviter, j'aime bien cette question dans le chat, que ce soit une nouvelle injonction, il va y avoir un gros enjeu à faire avec la parole des premiers concernés. Je pense que le principal risque, c'est que les structures d'accompagnement et les structures de financement proposent toutes et tous leur programme d'accompagnement sur le sujet, sans repartir réellement de quoi ont besoin, quels sont les enjeux des dirigeantes et dirigeants de l'ESS aujourd'hui. Et comment on leur redonne sur ce sujet du pouvoir d'agir. Finalement, est-ce que c'est des programmes supplémentaires dont il y a besoin, ou est-ce que les dirigeantes et dirigeants de l'ESS ont besoin de se consolider eux-mêmes en réseau, en syndicat, de reprendre eux-mêmes leur pouvoir de se retrouver entre pairs et de définir les contours de leur mission sur ce sujet. Je n'ai pas de réponse, mais en tout cas, je pense que c'est important qu'on se pose collectivement les questions. Faustine, tu voulais ajouter quelque chose ou... Non, pour le coup, je vois le temps passer. Oui, c'est super frustrant, ça passe très très vite. Peut-être en 3 minutes pour finir, si on avait un dernier message avant de passer aux questions. Euh, Mm. Bah, Là, on a... peut-être quand même. Vas-y, Faustine. Non, peut-être pour compléter sur la question effectivement, enfin qui est quand même centrale ici, qui est le lien entre financeurs, financés, dans le cadre avec le sujet de la santé mentale au milieu. Enfin, nous, on croit profondément, et je crois que c'est partagé entre nous, nous trois, c'est vraiment qu'il faut pas céder à la tentation de s'opposer, opposer financeurs et assos. Euh, pour le coup, évidemment, on peut pas le cacher, les dirigeants de l'ESS vont, dans les facteurs de fragilisation, nommer certaines pratiques des financeurs, comme les appels à projets labyrinthes, des critères d'évaluation, déconnectés du sensible et du réel. Mais si on cédait à cette différenciation, opposition, on serait tenté de pointer du doigt les pratiques des financeurs, de leur demander de le modifier ou de compenser la fragilisation en ce que vous nommiez tout à l'heure, l'idée de créer chacun son programme, son coaching, d'associer de l'accompagnement à un soutien financier presque en obligation. Et voilà, ça c'est vu, on l'a déjà vu et des dirigeants nous le remontent, cette obligation d'accompagnement liée à du financier, ça peut questionner. Et en fait, on maintiendrait une relation un peu bourreau-sauveur qu'on connaît bien du triangle et de Cartman, et c'est dommageable pour les professionnels et l'intérêt général. Mais en fait, on peut, nous, en tout cas, on croit vraiment au fait que les financeurs sont eux-mêmes dans des difficultés. C'est important aujourd'hui de le reconnaître. Au CFF, ça a pu être partagé que finalement, les financeurs dans les fondations, entre autres, sont en difficulté pour convaincre leur conseil d'administration, souvent parce que c'est des personnes qui n'ont pas forcément le même cadre de référence qu'eux, qui sont aussi dans la nécessité de maintenir les dotations dans la difficulté, qui sont dans le fait de devoir concilier l'envie de soutenir plus, mais avec des moyens qui sont descendants, de dire non, aussi qui ont envie de ne pas être uniquement considérés comme des chéquiers, mais bien comme acteurs de la coopération. Et juste parce que sur ce sujet-là, on n'est pas encore très abouti, mais on a très envie, en fait, au sein d'Inspire, de venir écouter aussi ces facteurs de fragilisation des financeurs pour les faire résonner avec ceux des dirigeants du secteur associatif.
et pour se dire que finalement, il y a plutôt une logique de circularité à cet endroit pour trouver des pistes de dégagement. Donc, que de se mettre dos à dos, c'est de bien faire circuler ces facteurs de fragilisation. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va d'ailleurs ouvrir un groupe de pairs dédié aux dirigeants de fondations et des acteurs de l'accompagnement dans le cadre de la recherche pour y voir plus clair et ne pas céder à une forme d'opposition et de pointage du doigt. Merci Faustine, parfait. Tu as anticipé la dernière question qui était qu'est-ce que vous avez envie de vous partager là si, voilà, si vous avez envie, enfin si cette conversation vous donne envie aussi de vous emparer de ce sujet, d'avancer là-dessus, même si on a présenté là les écueils. Donc peut-être un dernier mot chacun et ensuite on passe aux questions-réponses. Je peux lancer le, le dernier tour là. En fait, ce qu'on a dans les messages qui était important pour nous de vous partager, c'est en fait, de vous inviter aussi à vous emparer des expérimentations qui existent déjà. On a beaucoup parlé là, vous l'avez très bien présenté aussi, le risque potentiel de tout réinventer sans arrêt, de multiplier le nombre d'offres sur le sujet. L'invitation là, pour nous, c'était plus de vous emparer des expérimentations qui existent déjà. Ici, là, devant, enfin là, nous, on a la chance de pouvoir présenter trois démarches entre Graines d'Audace, Inspire ou ce qu'on fait avec Ticket for Change sur le sujet. Mais voilà, il y en a sans doute, peut-être vous en connaissez d'autres. En tout cas, emparez-vous d'expérimentations qui existent déjà et voyons comment est-ce que en fait on peut améliorer ça, co-construire ensemble, repartir de ça et de pas repartir sans arrêt de feuilles blanches, sans mettre ben, voilà, les premiers concernés ou les parties prenantes concernées au cœur de la conception en fait de ces programmes. Donc ça, ce serait moi peut-être mon message là. Camille, Faustine, Sylvain, est-ce que vous avez un dernier petit mot à rajouter là-dessus? Oui, bien sûr. Effectivement, pour moi, le mot aujourd'hui, si on veut éviter ces écueils, c'est celui, même si c'est un mot très à la mode et c'est en ça qui pourrait faire un peu peur aujourd'hui, c'est celui de la coopération ou de la collaboration entre financeurs. Comment est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui à faire en sorte que ce sujet il soit au service des dirigeants d'associations et non pas une contrainte supplémentaire qu'on leur rajouterait parce que on s'est rendu compte du problème et donc on trouve une solution et donc on apporte la solution. Donc c'est comment est-ce qu'on construit avec eux ou en tout cas oui qu'on construit avec eux et comment est-ce que on arrive à en faire en sorte à ce que aujourd'hui il y ait aussi un accès de l'ensemble du secteur à cette possibilité-là et qu'on ne laisse pas de côté certains dirigeants d'associations euh, sous prétexte qu'ils soient moins visibles, ce qui nécessite une forme de transparence à la fois pour nous financeurs et de la part des associations. Même si ça devrait être le maître mot de nos relations avec celui de la confiance, c'est pas toujours le cas et on est bien conscient des difficultés vécues d'un côté et de l'autre. Euh, euh, et puis peut-être aussi un premier pas parce que tous ces groupes existent et toutes ces initiatives elles existent, mais dans la relation même que nous financeurs on a avec les associations, dans la façon dont on aborde les sujets, dans la façon dont on échange, parce que à la base même de ce binôme financeur-financé, il y a quand même une relation. Est-ce que notre premier rôle, il n'est pas déjà tout simplement de demander au dirigeant comment est-ce qu'il va, avant même de savoir comment va l'association, de lui demander comment il va lui au démarrage de tout ce qu'on peut faire en rendez-vous, en événement, voilà, de prendre juste la première question du comment vas-tu?
peut-être que les dirigeants auront la possibilité de poser la même question aux financeurs. Et parce qu'on parle de coopération peut-être juste sous-titrée, parce qu'on ne l'a pas beaucoup dit, qu'on échange beaucoup aussi ensemble entre nos différentes initiatives. Enfin, ce serait culotté d'inviter à la coopération les financeurs sans parler effectivement de comment on coopère aussi entre Oasis, Inspire, Graines d'Audace, pour mettre en commun nos initiatives au-delà de ce webinaire. Merci, Sylvain. Il nous reste 10 minutes. Ça passe extrêmement vite. Je reprends les questions qu'il y a dans le chat, mais n'hésitez pas à en poser d'autres. Il y avait une première question, mais je pense qu'on a commencé à y répondre, qui était sur comment est-ce qu'on se coordonne bien. C'est le message qu'on vient de partager là aussi. Comment bien se coordonner, une question de Max. Comment bien se coordonner pour éviter que les porteurs de projets que l'on soutient se retrouvent dans plein de groupes de codev qui deviendraient trop chronophages et plus vraiment utiles pour eux. Très très bonne question. Bah, je crois que c'est un message qu'on vient bien de faire passer. J'espère que voilà, ça répond en partie à la question, et Emmanuel qui avait la même interrogation sur comment faire pour que ce ne soit pas une injonction supplémentaire, un paradoxe qu'on rajoute en gros pour les dirigeants associatifs. Est-ce que vous voulez rajouter des choses Ouais, je là-dessus? rajouterais juste un point par rapport à ça, parce que c'est une question que du coup, nous, suite à l'étude qu'on a faite, qu'on s'est posée au Jour des Étoiles et qu'on a réfléchi avec les membres avec les administrateurs. En fait, on s'est donné l'autorisation d'accepter de ne pas accompagner tout le monde non plus. Il n'y a pas d'injonction à accompagner l'ensemble des dirigeants en soutien, si jamais ils sont accompagnés autre part et que ça leur convient, euh, quitte à ce que ça laisse de la place à ceux qui sont rarement accompagnés, sur qui on peut du coup peut-être plus accentuer ce qu'on peut leur proposer. Donc, pour moi, c'est ça, aussi cette non-injonction, oui, cette non-injonction d'accompagner tout le monde, en fait, de partir véritablement du besoin. Ça, ce serait la première chose. La deuxième chose, et pour l'instant, je n'ai pas de solution, c'est comment est-ce qu'on peut effectivement, nous, travailler ensemble pour se dire comment est-ce alors, on n'est pas obligé effectivement de tous faire exactement la même chose, mais comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il y ait différentes propositions et on la met, comment est-ce qu'on met à disposition de l'ensemble des dirigeants les propositions qu'on peut apporter. Parce que je reste persuadée aussi que les dirigeants n'ont pas ont pas obligatoirement les mêmes besoins à un moment donné, et donc les solutions ne répondent pas à tous les besoins. Nos solutions ne répondent pas à l'intégralité des besoins des dirigeants. Donc, comment est-ce qu'on arrive à créer, j'en sais rien, une plateforme, par exemple, sur laquelle on aurait toutes les propositions et qu'un dirigeant pourrait venir piocher un peu dans ces propositions-là. Cette question de l'injonction, elle est pas facile, parce qu'il y a aussi des dirigeants qui nous disent ce serait bien que ce soit une obligation de pouvoir prendre ce temps pour prendre soin de soi. Parce que sinon c'est difficile de le faire passer à mon CA, c'est difficile de le faire passer à mes équipes, et je ne le fais pas. Je pense que ce qui est important, c'est que ce ne soit pas une injonction des financeurs ou des structures d'accompagnement, parce que ce n'est peut-être pas de la bonne place, mais ça vient interroger peut-être ce qu'on pourrait appeler le cadre déontologique d'exercice de fonction des métiers de direction. Quand on voit que, effectivement, comme le disait tout à l'heure Faustine, les travailleurs sociaux sont invités à l'analyse de pratique, les soignants sont invités à l'analyse de pratique ou à la supervision, on se dit qu'avec les responsabilités que prennent les dirigeants d'associations aujourd'hui vis-à-vis de leurs équipes, vis-à-vis des sujets qu'ils abordent, peut-être que ce serait intéressant aussi que, par défaut, ils aient un espace pour prendre du recul sur leur pratique, et qu'ils y soient vivement encouragés, mais plutôt entre pairs et par eux-mêmes, et par la définition qu'ils font de leur métier, que par des acteurs de l'accompagnement qui leur disent tu ne seras pas accompagné si tu ne travailles pas sur ta santé mentale. Il y a peut-être aussi à cet endroit la question de la sensibilisation active, parce que là, on parle aussi finalement comme si tous les dirigeants, qu'ils le veuillent ou pas, ont conscience d'être potentiellement dans ces difficultés-là, etc. Mais quand on a travaillé avec Exopé, on s'est aussi rendu compte que de nombreux dirigeants, tout en exprimant un mal-être, ne voyaient pas les espaces de soutien comme un possible soutien. Enfin voilà, je ne sais pas si je suis très claire, mais il y a vraiment cette idée de comment aussi accompagner les dirigeants à se rendre compte de ce qu'ils sont en train de vivre, et que ces tiraillements
à terme, peuvent être extrêmement délétères pour leur santé et pour leur organisation, parce que dans le feu de l'action, on peut aller très loin et on peut vivre des alignés longtemps jusqu'à qu'il y ait un moment où ça ne tient plus. Et on sait qu'on a aussi une responsabilité, au-delà des espaces, que de venir sensibiliser à ces effets. Une sensibilisation active et potentiellement un peu expérientielle, parce que sans cela, on y pense et on oublie. Il y a une question de Fanny. Existe-t-il un réseau ou un syndicat qui propose déjà ce type d'accompagnement à votre connaissance? Je peux me lancer, je vous laisse compléter, Camille, Faustine. C'est pas peut-être pas anodin que le Centre des jeunes dirigeants soit évoqué parce qu'il est effectivement assez inspirant de notre point de vue pour ça. Même s'il n'est pas adressé spécifiquement aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, il est porteur de certaines valeurs sur le rôle des dirigeants. Et il propose effectivement beaucoup cet espace d'accompagnement, de soutien à la posture, de soutien à la professionnalité. J'espère ne fâcher personne, mais je crois qu'au niveau de l'économie sociale et solidaire, il n'existe pas aujourd'hui un réseau commun qui ait cette posture-là à destination des dirigeants, uniquement pour les dirigeants, sans vocation de plaidoyer, mais vraiment une vocation de soutien. Après, c'est intéressant que les syndicats soient nommés parce que voilà, on a pu découvrir aussi, il faut être honnête, on ne les connaissait pas si bien que ça, le rôle des syndicats employeurs qui sont fédérés par l'UDS, l'Union des dirigeants de l'économie sociale et solidaire. On parlait d'Exopé tout à l'heure, qui est un syndicat dans l'éducation populaire et qui a aussi ce rôle de syndicat d'employeurs, de représenter les employeurs, de les accompagner. Et ça pose la question de la pertinence pour les dirigeants aujourd'hui de se syndiquer davantage aussi pour porter quelque chose de la reconnaissance et de la professionnalité de leur mission. Vous en voyez, Camille, Faustine, Non, non, Non. c'est important de nommer le CJD qui est une forte inspiration pour Inspire, en l'occurrence, sur les perspectives, et d'autant plus avec un sujet que Sylvain a évoqué tout à l'heure, mais aussi Joséphine et Camille, la question des premiers concernés. Enfin, c'est par et pour les dirigeants et ne jamais oublier de rester bien connecté à ces besoins-là et à ce pouvoir d'agir. Et je n'en vois pas d'autres. Après, évidemment, c'est important de noter l'UDES qui, quand même, s'intéresse au sujet par les syndicats employeurs, mais sans mise en œuvre concrète. De mon côté, pas d'idée. Tout. Rien à ajouter, pareil. Merci à vous Après, pour on peut quand l'expérience. même parler ouais, il y a des crèches, des DLA qui s'activent sur le sujet de la vie sur certains territoires, mais sans logique de réseau national et de prise en compte nationale. Mais c'est très important de rendre hommage quand même à des territoires comme la Bretagne, la Saône-et-Loire, qui bougent beaucoup quand même sur le sujet et de la création d'espaces de soutien pour les dirigeants. Il y a deux remarques qui ne sont pas forcément des questions à proprement parler, mais qui sont super intéressantes aussi par rapport là à la discussion. Laurence qui mentionne le fait que parfois la santé mentale, ça touche à l'intime et que ça peut être difficile, ça peut faire peur de le partager ou de travailler là-dessus dans le cadre professionnel. Et c'est vrai, c'est un vrai sujet. Et une remarque d'Emmanuel aussi qui dit ce serait intéressant en fait de proposer à l'association de mettre tous les financeurs autour de la table pour échanger sur les besoins de soutien extra-financier dont on a parlé et de voir qui pourrait soutenir quoi d'une certaine façon, en tout cas créer de la cohérence entre ces divers soutiens pour éviter les risques de doublons ou de suraccompagnement à certains endroits et sous-accompagnement à d'autres. Il est 10h29, on vous a promis que ça finissait à 10h30, donc c'est très frustrant. Est-ce que Faustine, Sylvain, Camille, vous avez un dernier mot à partager? Moi, j'ai juste envie de mêler les deux idées que tu viens de nommer là, parce que je trouve qu'elles se font beaucoup écho. Il y a effectivement un dévoilement de l'intime quand on prend la parole sur ces sujets-là, qui est nécessaire, je pense, pour qu'on avance, et en même temps qui ne peut pas se faire dans n'importe quel cadre, c'est-à-dire il faut poser le cadre, il faut avoir
la confiance et la bienveillance en face. Et du coup, je rêverais d'un monde où une association peut mettre ses partenaires et financeurs autour de la table pour pouvoir se montrer dans ce qui va et ce qui ne va pas. Mais ça va nécessiter du temps, de la construction de la confiance. Et j'invite aussi les dirigeants d'associations à ne pas s'exposer du jour au lendemain à ce type d'exercice qui peut être douloureux si ce n'est pas bien reçu en face. Je prends le relais tout de suite parce que moi, j'ai une association qui a fait ce travail-là. Et j'ai trouvé ça super, franchement. Elle a mis tous ses dirigeants, tous ses financeurs autour de la table et elle a vraiment travaillé sur la complémentarité. Alors, on n'est pas du tout arrivé sur les thématiques de santé mentale, mais déjà, c'est un premier pas. Elle est arrivée à travailler sur la complémentarité des financeurs les uns par rapport aux autres et de ce qu'on pouvait apporter chacun. Et on a, je dirais, nous, financeurs, un vrai sentiment d'utilité et d'être à la bonne place là où on peut accompagner l'asso. Donc je plus sois euh, ces questions-là et je plus sois ce que Max est en train d'écrire, hein, parce que je réagis en même temps. Effectivement, le fait que nous, financeurs, on offre cet espace de dialogue fait que, en fait, qu'il est déconnecté par rapport au CA. C'est-à-dire que c'est aussi ce que Sylvain disait quand il parlait d'injonction faite par le financeur. Du coup, c'est décorrélé et on a des CA qui, derrière, viennent nous remercier de ce que ça peut transformer chez le dirigeant en disant, bah, nous, en fait, on voit aujourd'hui ce que ça peut apporter aux dirigeants et la façon dont ils se comportent et la façon dont ils peuvent vivre au jour le jour ces difficultés. Et en fait, ça transforme ça transforme le regard du CA aussi par rapport à ces questions-là. Donc, CA, Max, je suis d'accord avec toi, en fait. Joséphine, je te laisse terminer ou Faustine? Merci. Faustine, c'est bon. Moi, peut-être le dernier mot, c'est j'espère qu'on a réussi à vous transmettre, c'était quelque chose de super important dans la préparation, la co-responsabilité, le fait que voilà, c'est pas un sujet qui est de la responsabilité soit du dirigeant, soit des financeurs, enfin de pointer, soit des structures d'accompagnement, de pointer un peu le doigt sur la responsabilité de l'un ou de l'autre et que là, ce qui ressort vraiment de nos échanges et on voit, on le vit au quotidien, on le voit là, et c'est ce qu'on voulait faire, voilà, passer là, mais aussi le pouvoir sur ce sujet de la coopération sincère, on va dire, et profonde pour aborder ce sujet. C'est de ça dont il y a vraiment besoin pour accompagner au mieux euh, l'écosystème et les dirigeants et leurs équipes dans la réalisation de leur mission. Et c'est bien ça qui est le plus important là. Donc merci beaucoup, beaucoup à vous d'être restés avec nous et d'avoir partagé ce temps. Tous les trois, on a voilà, il y a on vous a attendu des perches d'une certaine façon pour poursuivre les coopérations, soit sur Graines d'Audace, soit sur Inspire, soit sur Oasis. Donc, on a très envie et besoin aussi de continuer à partager ces démarches-là avec d'autres partenaires, structures d'accompagnement, financeurs, fondations. Donc, donc voilà, on a besoin et envie de continuer à travailler sur le déploiement de ces démarches avec vous. Donc merci beaucoup, beaucoup pour les personnes qui auront envie d'aller plus loin. Et puis merci à vous toutes et tous pour ce temps partagé ce matin. Vous recevrez un mail avec les ressources qui ont été partagées, là où retrouver le webinaire en replay et plus d'informations sur l'initiative Racine. Un grand merci aussi à Amélia qui, dans l'ombre, fait en sorte que ces webinaires puissent être possibles et se déroulent au mieux. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. Désolée pour ces quelques minutes de retard.